Donc une nouvelle vidéo sur ce chapitre numéro 5 pour vous les petits physiciens, dans laquelle on va corriger l'activité D, intitulée le train Hyperloop, sur le théorème de l'énergie cinétique. Donc maintenant, à vous de mettre cette vidéo sur pause, de prendre votre activité à la page 10 du e-magazine. Vous prenez connaissance des différents documents et vous commencez à répondre aux questions. Et dès que vous bloquez, vous n'hésitez pas à relancer la vidéo pour avoir quelques coups de pouce. Bon courage! Donc, comme vous l'avez vu, dans cette activité, on s'intéresse au prototype de train à très très grande vitesse, l'Hyperloop. Donc ici, le système étudié est la capsule de l'Hyperloop qui a une masse de 20 tonnes, donc 20 10 puissance 3 kg pour nos différents calculs, toujours dans l'unité du système international, donc en kilogrammes. Pour le référentiel, on se placera dans le référentiel, qui est donc un référentiel galiléen, le référentiel qui nous va bien. Deuxième question, on nous demande pourquoi maintenir la basse pression dans le tube de l'Hyperloop. En fin de compte, maintenir la basse pression, ça signifie faire le vide, donc diminuer la quantité d'air, la quantité de molécules présentes dans le tube, et par conséquent réduire les frottements fluides entre la capsule et l'air. Même chose, pour le but de maintenir la suspension magnétique, c'est de supprimer tous les contacts entre la capsule et le rail, puisqu'il est en suspension, et par conséquent de supprimer les frottements solides entre la capsule et le rail. Donc en fin de compte, dans notre étude ici, les forces que l'on négligera, ce sont toutes les forces de frottement, que ce soit les forces de frottement fluide avec l'air ou les forces de frottement solide avec le rail. Donc faisons maintenant dans la question 3 le bilan des forces et schématisons ces forces sur le système représenté par un point, ici sur notre image en bas à gauche. Donc on a bien sûr le poids de notre système, de la capsule, nos TP, la réaction du support de sustentation de magnétique du rail, nos TR, et la force de propulsion de notre capsule Hyperloop. Les forces de frottement fluide et solide, on vient de voir dans la question précédente que l'on les négligeait. Donc maintenant, dans la question 4, appliquons la deuxième loi de Newton, aussi appelée principe fondamental de la dynamique, PFD, qui, je vous le rappelle, est égale à la masse fois la variation de vitesse sur la durée de cette variation, delta V sur delta T, est égale à la somme des forces. Cette relation est une relation vectorielle. Donc, ce qui donne ici, dans notre problème, avec nos forces considérées, que M delta V sur delta T égale P plus R plus Fp, la force de propulsion, tout ça vectoriellement. Puisqu'on a une relation vectorielle, pour pouvoir faire des calculs, avoir des expressions simplifiées, il va falloir que l'on projette cette relation sur les deux axes x et y. Alors, je vous rappelle que dans notre problème, le mouvement est ici, selon mon schéma, vers la droite. Donc, le vecteur vitesse est horizontal vers la droite et le vecteur variation de vitesse, étant donné qu'on a un mouvement rectiligne, est lui-même horizontal vers la droite. Donc si on projette cette relation, le vecteur delta V n'a des coordonnées, une coordonnée que selon x, qui est égale donc à delta V sur delta T, et est égal à 0 en coordonnées selon y. Pour le poids étant vertical vers le bas, ses coordonnées sont 0 moins mg. La relation du poids étant P égale mg.
je vous le rappelle. Pour la réaction du support qui a une valeur de R, qui ne nous est pas précisée, donc on note sa norme grand R. La réaction de sustentation est une force verticale vers le haut, donc les coordonnées du vecteur grand R sont 0, R. Et pour la force de propulsion, c'est une force horizontale vers la droite, donc uniquement selon l'axe X, les coordonnées sont FP 0. Donc ici, on demande l'expression de FP. FP n'apparaît uniquement sur l'axe X, donc on va projeter notre relation et on ne va s'intéresser que à cette projection ici dans notre problème. Selon l'axe X, on obtient donc que M delta V sur delta T égale FP, ou FP égale M delta V sur delta T, puisque c'était la question, quelle est l'expression de la norme de la force de propulsion FP. Voici cette expression. Donc maintenant, dans la question 5, on nous demande d'exprimer le travail de la force de propulsion FP sur le trajet entre le point D, point de départ, et le point A, point dit d'arrivée, où on a atteint notre vitesse maximum. Donc WdA de FP. Alors après avoir fait un petit rappel sur le principe fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton, faisons ici un petit rappel de l'expression du travail d'une force. Donc, le travail d'une force sur un trajet d'un point A à un point B est égal, je vous le rappelle, au produit scalaire de cette force par le vecteur du point A au point B. Donc ici, FP scalaire dA, qui s'exprime également, vous avez vu ça en maths, c'est la valeur de la force FP, ou sa norme, multipliée par la distance dA, norme du vecteur dA, multipliée par le cosinus de l'angle alpha, qui est l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc ici, dans notre problème, je vous rappelle que la force FP est parallèle au rail, dans le sens du mouvement, ce qui signifie que le vecteur FP et le vecteur dA ont même direction et même sens. Donc le cosinus entre les deux vecteurs est de 0, l'angle alpha entre les deux vecteurs est de 0 degré, et donc le cosinus alpha est de 1. Ce qui nous simplifie notre expression et nous donne une expression du travail de la force de propulsion entre le point de départ et le point où on a atteint la vitesse maximum, entre les points D et A, qui est égal à FP fois dA. Donc dans la question 6, en fin de compte, on vous a donné un tableau avec différentes vitesses maximum atteintes lors de différents tests sur différentes durées d'accélération et bien sûr différentes distances parcourues. Donc il va falloir calculer, on vous demande de calculer la force de propulsion, FP, et le travail de celle-ci sur le trajet dA. Donc je vous rappelle que la masse était de 10 tonnes, donc 10 puissance 3, là il y a une petite erreur. La vitesse dans le tableau est donnée en km/h, donc il faudra bien faire attention à la mettre en mètres par seconde. La formule de la force de propulsion, on l'a vu à la question 4, était M multiplié par delta V sur delta T. La variation de vitesse étant de 0 km/h à la vitesse atteinte 185 km/h, donc le delta V correspond en fin de compte à la valeur de la première ligne, divisé par delta T étant la durée de cette accélération, donc la valeur de la deuxième ligne. Et pour ce qui est du travail de la force de propulsion, la force de propulsion aura été calculée donc à la quatrième ligne de notre tableau, et la distance parcourue correspond à la troisième ligne de notre tableau. Donc on peut s'aider d'un tableur, rentrer toutes ces valeurs dans un tableur, puisqu'en plus, dans les questions qui vont suivre, on aura un graphique à faire. Donc tant qu'on y est, tout faire d'une pierre deux coups. Ici ouvert une page LibreOffice Calc sur lequel j'ai rentré les différentes valeurs du tableau qui nous est donné dans l'activité. Je l'ai rentré tel qu'il nous était présenté, c'est-à-dire en ligne, ce qui nous permettra, dans la prochaine question, lorsque l'on aura un graphique à tracer,
d'apprendre à tracer des graphiques avec des données en ligne et non plus en colonne comme on a l'habitude de faire. Changeons un peu les habitudes. Donc on nous demande ici dans cette question de calculer le travail de la force de propulsion, Fp, dont le résultat sera bien sûr en newton. Donc l'expression, on l'avait donnée, c'est égal à la masse. La masse, je vous rappelle, qui est de 20 tonnes. Donc 20 10 puissance, qui se note E, 10 puissance 3 kg, multiplié par la variation de vitesse. Donc ici, notre vitesse varie entre la vitesse maximum atteinte, qui est indiquée dans la case, dans la ligne 1, et 0, la vitesse de départ. Donc on va dans notre expression, dans notre tableur Excel, là, éviter d'écrire moins 0. Donc, multiplié par la case B1. Mais ici, cette vitesse est en km par heure. Il faut donc la convertir en mètres par seconde. Donc, on va diviser par 3,6. Ici, on a notre vitesse en mètres par seconde. Je mets entre parenthèses B1 divisé par 3,6. Et ensuite, tout ceci, ce delta V, divisé par delta T. Delta T, en fin de compte, c'est la durée sur laquelle a lieu notre accélération. C'est donc la valeur indiquée dans la case B2. Et voilà. J'ai un chiffre avec beaucoup de chiffres significatifs, beaucoup trop. Et surtout, on n'est pas en écriture scientifique, donc ça va être compliqué de choisir uniquement 2 chiffres significatifs. Donc vous cliquez sur la cellule, vous cliquez droit, et vous avez un menu déroulant qui s'ouvre, et en bas du menu, normalement, vous allez avoir formule de la cellule. En cliquant dessus, vous avez donc la fenêtre format des cellules qui s'ouvre. Vous prenez le premier onglet nombre, et vous allez prendre une catégorie nombre scientifique. Ici, on vous propose de choisir le nombre de décimales. Alors, on ne vous donne pas le nombre de chiffres significatifs, mais le nombre de chiffres avant la virgule. Donc ici, un seul en écriture scientifique pour nous. Et le nombre décimal, étant donné qu'on veut 2 chiffres significatifs, puisque dans nos données, on a au maximum 2 chiffres significatifs, ça veut dire un chiffre avant la virgule, un chiffre après la virgule. Voilà, on clique sur OK, et notre résultat s'écrit bien avec 2 chiffres significatifs. On met notre souris sur le coin en bas à droite et on tire. Et ça marche bien, c'est nickel. Maintenant, on nous demande également d'exprimer le travail W de cette force de propulsion de Fp. Un travail, ça s'exprime en joules. Et l'expression du travail, nous l'avons donné dans les questions précédentes, c'est égal à la valeur de la force Fp, donc la case B3, multipliée par la distance parcourue lors de notre accélération, c'est-à-dire la case B3, B4 fois B3, je ne sais plus ce que j'ai dit. On est en newton, on est en mètres, on est dans les bonnes unités du système international. On a le même problème de format de cellule, donc on clique droit, format de cellule, écriture scientifique, un seul chiffre avant la virgule, un seul chiffre après la virgule. Et on tire. Maintenant qu'on est là, on reporte ces résultats dans notre tableur. Donc maintenant, on a noté nos différentes valeurs calculées pour la force de propulsion et le travail de cette force. À la question 7, on nous demande de vérifier le théorème de l'énergie cinétique. Donc ici, nouvelle notion que l'on aborde dans cette activité, le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre 2 points, par exemple le point B et le point A, est égale au travail des forces appliquées entre ces 2 points. Donc ici, si on applique à notre situation, où notre point de départ c'est le point D et notre point d'arrivée c'est le point A, la variation de l'énergie cinétique c'est EC du point d'arrivée, A,
moins EC du point de départ, D, est égal au travail de la seule force qui travaille, puisqu'on avait vu que le poids est perpendiculaire au déplacement, donc un angle de 90 degrés dont le cosinus est nul, que la réaction du support est également perpendiculaire au déplacement, donc son travail est nul. Donc en fin de compte, on n'a que la force de propulsion qui a un travail. Donc, pour vérifier ce théorème de l'énergie cinétique, on nous propose de tracer différentes courbes. Soit le travail est-il proportionnel à la vitesse au carré, ou à l'inverse de la vitesse. Donc pour ça, on va essayer de trouver l'expression de ce travail en fonction de la vitesse, à l'aide bien sûr du théorème de l'énergie cinétique. Donc, notre expression de l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré, appliquée au point A, 1 demi de mva carré, moins l'expression de l'énergie cinétique appliquée au point D, 1 demi de mvd carré, égale au travail de la force de propulsion entre D et A. Ici, dans notre problème, rappelons-nous que notre vitesse au point A, au départ, est nulle. Donc ce qui simplifie notre expression et qui nous donne que le travail de la force de propulsion entre D et A est égal à moins 1 demi de mvd au carré. Donc ici, on voit bien que le travail de la force de propulsion dépend de Vd carré. On va donc tracer la deuxième courbe qui nous est proposée. Et pour ça, on va retourner sur notre tableur calque. Ici sur calque, avec nos différentes données, ce que l'on veut tracer, c'est le travail de la force de propulsion en fonction de la vitesse au carré. Nous n'avons pas la vitesse au carré, il va donc falloir la calculer. Donc ici, dans la ligne suivante, dans la ligne 6, vitesse au carré, qui sera donc en mètres. On va pas mettre l'unité, c'est galère à écrire. Mètre carré. Si vous avez le carré, vous, sur les claviers de PC, donc mètre carré / seconde au carré. Alors, pour calculer cette vitesse, c'est la vitesse atteinte, 185 km/h, donc la case B1, qu'il faut mettre en mètres par seconde, donc on divise par 3,6, et c'est tout ceci, donc on n'oublie pas les parenthèses, qu'il faut mettre au carré. Chapeau 2. On refait notre manipulation pour le format de la cellule, écriture scientifique. Oh. On va voir une autre méthode. Vous sélectionnez la cellule du dessus, qui a le bon format qui nous va bien. Vous cliquez sur le clonage de format, recopier le format. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit, c'est un pinceau. On clique dessus, et vous recliquez sur votre cellule, vous avez un espèce de pot de peinture qui apparaît dans la cellule dont vous voulez reproduire le format de la cellule précédente. Et ça marche. Et ensuite, vous cliquez sur Escape pour désactiver. Échappe. Donc, on tire notre formule. Voilà. Maintenant, on va vouloir tracer le travail en fonction de la vitesse au carré. Donc, on va sélectionner ces deux lignes. On va cliquer sur Insérer un graphique. On veut, comme d'habitude, on est en nuage de points XY, ça ne change pas. Suivant. Ce coup-ci, on n'a pas des données en colonne, mais des données en ligne. Et la première colonne, par contre, eh bien, correspond bien à la légende. Suivant. Donc, on a la vitesse au carré qui s'est tracée en fonction du travail. Et c'est l'inverse que l'on veut. Donc là, on sélectionne, on va modifier le titre. Le titre, ce n'est pas la vitesse au carré, c'est le travail que je veux. Donc c'est la case A5 et pas A6. Et là, il a bien changé. Le titre de notre donnée, c'est bien le travail. C'est ce qu'on a en Y. Le titre est changé. Pour les valeurs de X, il a pris de B5 à E5, c'est-à-dire qu'il a pris la ligne 5.
non, en x. X en x, je veux le travail en fonction de la vitesse au carré. Je veux la vitesse, donc je veux la ligne 6. Donc je modifie. Je sélectionne donc les valeurs de B6 à E6. C'était faux en X, il y a des chances que ça soit faux en Y. Donc en Y, il a la ligne 6. Ben non, c'est la ligne 5 que je désire. Donc je sélectionne uniquement les valeurs. Vous ne sélectionnez pas la colonne de légende, là où il y a écrit WFP en joule. Voilà. Suivant. Le titre, c'est W égale le travail fonction de V. Je vais mettre chapeau 2, hein. Vous mettez au carré puisque vous avez le petit carré sur votre clavier. Travail en fonction de la vitesse au carré. Sur l'axe X, c'est V vitesse au carré. Du coup, je l'écris en toutes lettres. En mètres carrés, vous pouvez le mettre seconde au carré. Je vais écrire M2/S2. C'est pas en exposant, c'est pas bien joli, mais bon, c'est pas grave. Et en Y, c'est le travail. Travail de la force de propulsion en joule. Et bien j'ai fini. Oh, on a l'air d'avoir quelque chose qui est bien linéaire. Bon, on va vérifier ça. Donc pour vérifier ça, on insère une courbe tendance. Donc on clique, on sélectionne tous les points, pas un seul, tous les points. Non, ça ne veut pas. Voilà. On clique droit. Insérer une courbe tendance, trendline en anglais. Une jolie ligne bleue, pourquoi pas. Surtout une équation linéaire. On peut montrer son équation, pourquoi pas. Le R carré, si vous voulez. En fin de compte, cette donnée du R carré est une donnée, plus elle est proche de 1, mieux c'est. Alors des 0,9999, c'est pas mal. Voilà, on a 3,9, on est bon. Et notre équation, plein de chiffres significatifs, ça veut rien dire. On clique droit dessus. Format de l'équation de la courbe tendance. Au niveau des nombres, on va se mettre en scientifique avec deux chiffres significatifs, donc un après la virgule, un avant la virgule. Ok, c'est mieux. Et voilà, avec un R carré de 1 du coup, arrondi. Oh, oh, on est beau. Donc ici, on voit bien qu'on a une variation linéaire. Donc, notre radial est bien proportionnel à la vitesse au carré. On a bien vérifié notre théorème de l'énergie cinétique. Ouf! Donc, on vient bien ici de confirmer par l'expérience l'hypothèse que l'on avait fait de proportionnalité entre le travail de la force de propulsion et la vitesse atteinte au carré. Cette hypothèse avait été établie à partir du théorème de l'énergie cinétique. On a donc ici une confirmation du théorème de l'énergie cinétique qui est à connaître et à mettre dans le cours et qui nous dit que la variation d'énergie cinétique d'un système entre deux points est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur ce système entre ces deux points. Delta EC, c'est-à-dire ECB moins ECA, est égal à la somme des travaux des forces appliquées entre A et B. On en a terminé pour cette activité.